Bien, chers amis internautes, merci à tous d'être avec nous pour ce rendez-vous. Nous sommes très honorés et merci pour les dieux de la technique qui nous reviennent. Toutes nos excuses pour cette première partie qui a été vraiment lente grâce à la connexion. Mais nous saurons que vous saurez et revenir en replay également sur notre chaîne YouTube pour revoir l'émission en intégralité. Merci à tous et à chacun de vous. Nous venons de relancer donc un nouveau streaming pour voir comment si les dieux de l'internet seront avec nous. Mais sachez que nous sommes toujours ensemble pour toutes les parties de notre émission et avec nous aujourd'hui, nos invités sont toujours là pour nous éclaircir sur les zones d'ombre. Monsieur Kokou Philippe Amedodji qu'on reçoit depuis la Belgique, vous êtes citoyen engagé et nous avons également le privilège de recevoir professeur Pinipini, vous êtes consultant politique, enseignant dans les universités en Europe et en Afrique. Et merci à tous d'être avec nous pour cette seconde partie qui concerne nécessairement donc le Gabon qui est à quelques jours donc des élections présidentielles. Et donc, vous aurez compris que les Gabonais seront aux urnes dans quelques heures donc, pour choisir celui qui aura la lourde tâche de conduire le Gabon dans les 5 prochaines années. Et bien sûr, on en parle également dans cette émission. Et vous n'êtes pas sans savoir également que l'opposition gabonaise vient de s'unir pour pouvoir choisir par consensus. Et ils ont même choisi par consensus déjà un candidat qui fera face désormais le 26 août prochain, le président Ali Bongo. Quel est l'avenir politique donc du Gabon? Vous pouvez nous appeler sur le plus 1 319 462 89 119 pour l'heure. Je voudrais donc poser quelques questions à nos invités de ce jour qui ne cessent également de nous aider pour qu'on puisse avoir des idées claires sur donc la politique gabonaise en ce moment. Alors, cette stratégie marchera-t-elle au Gabon? Alors, monsieur Amedodji. Bon, vous savez, j'allais dire circuler, il n'y a rien à voir. Je crois qu'on n'a peut-être pas les mêmes sources d'informations. Moi, j'ai compris que face à Ali Bongo, il y avait 18 candidats dont le dossier a été avalisé ou accepté par, j'ai oublié le nom, donc l'organisme ou l'institution publique qui suit le processus électoral. J'ai entendu également que 2 parmi ces 18 candidats qui étaient impliqués dans le parti politique d'Ali Bongo, le PDG, Parti démocratique gabonais, se sont rapprochés, ou en tout cas se sont alliés. Il s'agit d'un certain Alexandre, dont j'ai oublié le nom de famille, et d'une dame. Les deux, en tout cas, l'un d'eux a été aussi bien ministre sous le père et sous le fils, et l'autre a été ministre sous Omar Bongo. Je n'ai rien contre le fait que des anciens collaborateurs d'un dictateur changent d'opinion et se ressaisissent pour travailler pour le bien-être de leur population. Mais comment voulez-vous que dans un processus, je rappelle qu'en janvier dernier, ou un peu plus tôt, la constitution gabonaise a été changée sur 2 points. Le premier point, au lieu d'un mandat présidentiel de 7 ans, ça a été ramené à 5 ans. Certains voyaient peut-être la main de Ali Bongo qui, point de vue santé, dont la santé s'est dégradée. Et deuxièmement, très important, c'est un scrutin à un seul tour. Comment voulez-vous, en rang dispersé, combattre un appareil qui est vieux de plus de 50 ans? Vous savez, Omar Bongo, le papa d'Ali Bongo, a fait 41 ans au pouvoir. Il est décédé, son fils a fait 14 ans au pouvoir, c'est-à-dire 7 ans x 2.
étant donné qu'au Gabon, il n'y a pas de limitation de mandat, il se présente à un troisième mandat. Et vous, opposition, vous vous permettez de vous aligner. J'ai même ouï dire, j'ai même entendu que certains leaders de l'opposition ont reçu de l'argent de l'appareil de l'État pour pouvoir payer la caution et pour pouvoir battre campagne. Vous savez, et je termine, l'Afrique, en tout cas beaucoup de pays d'Afrique, sont malades, non seulement par leurs dirigeants, mais également par leur opposition. Donc, c'est-à-dire que vous vous acceptez de rentrer dans un processus qui est biaisé dès le départ, mais comme ce n'est pas avec vos moyens financiers que vous allez battre campagne, vous acceptez de faire le show parce que au bout du processus, on va vous trouver un petit poste de directeur de société ou de ministre quelque part. Comment est-ce que vous voulez que l'Afrique s'en sorte? On parlait tout à l'heure de la mainmise ou bien de la manipulation de certaines anciennes colonies vis-à-vis des pays africains. Là, je crois que l'Africain, nos dirigeants doivent se ressaisir. Ali Bongo n'a jamais eu de légitimité de sa population. La faim a fait que parce qu'il corrompt, ils achètent la conscience des gens. Je l'ai dit tout à l'heure, si un coup d'État devrait survenir au Gabon demain, vous verrez que 75% des Gabonais détestent ou en tout cas ont vomi Ali Bongo. Donc, le même risque, on vient d'en parler, de coup d'État, professeur Pinipini dira plutôt de révolution ou d'insurrection populaire, menace le Gabon. Je termine par là pour l'instant. Merci, M. Koko Medoji. Alors, professeur Pinipini, est-ce que c'est la fin donc, de la famille Bongo au pouvoir au Gabon? Je crois que oui. Et qu'est-ce qui fait dire ça? Ce qui se passe au Sahel, ce qui se passe au Niger particulièrement, a des incidences au Gabon. Parce que le Gabon, comme je dis, c'était aussi comme un réservoir de matières premières pour la France, ainsi que le Congo-Brazzaville. Or, nous voyons que le Niger déjà se libère, et tel qu'on entend les réseaux sociaux au Gabon, comme venait de le dire Philippe, l'épée de Damoclès est maintenant sur le Gabon. Et d'ailleurs, il y a déjà eu des signes parce que j'ai un peu suivi les médias mainstream français. Auparavant, ils se moquaient de l'opposition qui était, comme l'a dit Philippe, en ordre dispersé. Mais il y a eu comme un coup de tonnerre parce que l'opposition en question s'est effectivement réunie et a trouvé un candidat unique. Or, ça, c'était pas du tout dans les calculs. Et le candidat unique en question, c'est quelqu'un qu'on n'attendait même pas tellement parce que c'est un professeur, le professeur Ondo Ossa Albert, qui est un professeur d'économie, qui a effectivement travaillé avec Bongo, le Bongo père, comme on appelait Omar Bongo, qui est resté 3 ans comme ministre. Alors lui dit, et c'est ça qui est important, que il veut un Gabon normal, c'est-à-dire que des Gabonais normaux, c'est-à-dire des Gabonais qui n'ont ni tué ni volé, ceux qui vont diriger le Congo, le Gabon. Donc c'est un Gabonais qui n'a ni tué ni volé. Et je crois que ce slogan fait mouche parce que on peut dire effectivement qu'il n'aura qu'une semaine pour battre campagne sous ce label, mais bon, mieux vaut tard que jamais. Je crois que si avec la jeunesse, ce qui reste pour moi, pour l'énigme, c'est de savoir ce que la jeunesse va faire. Est-ce que la jeunesse va être derrière lui? Je pense que si. Et que si la jeunesse est derrière lui, que la jeunesse le pousse,
il y aura moyen, effectivement, que les choses se passent autrement. De toute façon, si Bongo, Ali Bongo, dans son état actuel, va vraiment vouloir demeurer à la tête du pays par tous les moyens, mais je crois qu'il il ne fera pas longtemps, de toute façon, il ne fera pas longtemps parce que la rue va vite les chasser. Je suis certain. Beaucoup tiennent le discours comme quoi son état de santé ne lui permettra pas, mais contrairement à ce qu'il dit lui-même, il dit que les gens disent qu'il ne va pas bien, mais il est très en forme. Alors, Monsieur Philippe Amédo dit, que se passera-t-il si par exemple la même chose se répète comme en 2016 autour de Jean Ping ou des faits en Estrémie lors d'un scrutin présidentiel contesté face à Ali Bongo? J'ai entendu la question, mais je signale que ta voix, Moïse, est encore partie. Ma voix est encore partie, ça va? Maintenant, c'est bon. C'est Là, ça bon. va mieux. Elle est là. Elle est là. Ok. Allez-y Je donc. crois que, contrairement au professeur Pinipini, moi, je reste quand même sceptique. Vous savez, et en janvier dernier, fort de la majorité parlementaire du PDG, la constitution, le code électoral gabonais a été modifié pour l'élection présidentielle qui aura lieu dans une semaine, jour pour jour, c'est-à-dire samedi 26, oui, c'est samedi, hein, oui, samedi 26 août prochain. Il n'y aura que 3 représentants dans le bureau de vote. Un représentant du parti sortant, du parti majoritaire à l'Assemblée, celui d'Ali Bongo. Un représentant, soi-disant, de l'opposition, allez voir combien ils sont, et un représentant, ils disent, des partis ou bien des indépendants, c'est-à-dire qui ne sont affiliés ni à l'un ni à l'autre. Mais on sait que dans nos pays, lorsqu'on parle de dynamique indépendante, ce sont des satellites du parti au pouvoir, parce que où ont-ils trouvé leurs moyens? C'est une affirmation qui n'engage que moi, mais généralement dans nos pays, c'est ce qu'on voit. Donc, moi je pense, et je le dis, j'ai eu à échanger avec beaucoup d'amis gabonais ou d'amis togolais basés au Gabon. Leur déception est grande. Et parce que, monsieur Pinipini, professeur, comment peut-on, en une semaine, renverser cette vapeur-là? Cette machine de fraude qui a été mise en place. Vous imaginez dans quel pays on peut, c'est-à-dire les candidats n'ont pas le droit d'avoir un regard d'envoyer quelqu'un dans les bureaux de vote pour les représenter et pour leur rendre compte. Dans quel pays? Donc, et c'est là où j'aimerais dire que la démocratie que Mitterrand nous a prêché dans son discours à la Baule, elle est biaisée. Et l'oligarchie française le sait bien, mais nos dirigeants, comme ça les arrange, ils poursuivent. Donc ça veut dire que les dés sont pipés depuis le début. Mais l'opposition, parce que n'ayant rien sous la dent, ou bien parce que ne pouvant pas s'organiser pour affronter valablement Ali Bongo, accepte d'y aller pour peut-être faire figuration. C'est pour beaucoup d'entre eux, mais pour certains, c'est, voilà, on sait qu'on y va, mais il n'y aura rien qui va en sortir. Je le dis aujourd'hui, je peux me tromper et je souhaiterais vivement me tromper sur cette opinion-là. Mais d'ici 7 jours, maximum 10 jours, nous serons tous fixés. Je souhaiterais vraiment que le professeur Pinipini ait raison par rapport à mon raisonnement.
Alors, on verra tous au soir donc du 26 août pour donner raison à l'un de nos invités de ce jour. Je suis tenté de vous poser la question de savoir, un seul bulletin pour élire président et député, est-ce que c'est une bonne manière pour qu'on puisse remporter ou l'opposition puisse remporter donc les élections présidentielles au Gabon? Professeur Pinipili. Excusez-moi. Ce n'est même pas un seul bulletin. Hein. Oui. C'est une élection à un tour avec des bulletins multiples. Exact. Je vais revenir sur l'aspect carrément. Professeur Pinifili répondait à ma question. Oui, comme j'ai dit, je crois que le problème n'est pas au niveau de la population. Les gens vont voter, les gens iront voter. Le problème, c'est au niveau de ceux qui sont supposés rendre compte, donc proclamer les résultats. On peut avoir multiples bulletins ou un seul bulletin. Les gens savent, ils vont voter. Donc le vote aura lieu dans la population. Donc la question est celle-là. Alors j'ai dit, c'est vrai que Ali Bongo et son groupe et la France derrière, eux, ils pensaient, enfin, ils envisageaient de la tricherie à grande échelle. Je dis qu'il y a quand même quelques éléments qui sont entrés maintenant en jeu, notamment la situation du Sahel qui a de l'incidence dans toute l'Afrique, y compris en Afrique centrale, donc au Gabon. J'ai suivi sur les réseaux sociaux de différents messages que les jeunes lancent par rapport dans cette élection-là. D'autres quoi, ça on devrait en tenir compte. Et le deuxième élément, c'est ce qui est arrivé avec l'opposition. C'est vrai que c'est tardif, mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Dans l'histoire, il y a eu beaucoup de retournements de situations pareilles. Hein. Donc une semaine, c'est peut-être peu, mais ça peut aussi être suffisant pour renverser la vapeur. D'autant que la population gabonaise ne votera pas Ali Bongo. Donc la population gabonaise attendait, c'est la population qui a demandé que l'opposition puisse leur présenter un seul candidat. Et c'est sous la poussée de la population, du peuple, que ce consensus a eu lieu. Dommage que la population sera derrière ces candidats et que le temps qui lui est donné, d'ailleurs il a déjà fait campagne, c'est lui-là, le professeur Ondo Ossa, il a déjà fait campagne, donc maintenant il va poursuivre sa campagne, mais derrière lui avec tous les autres. Et les autres vont se faire la campagne pour lui partout, donc ce serait possible qu'eux puissent se démultiplier pour être présents partout, alors que Bongo, lui, ne pourra pas se démultiplier, malgré d'abord il a un handicap sérieux, par rapport à son état de santé. C'est vous qui le dites, mais lui-même ne le dit pas. Hein? C'est vous qui le dites, professeur Pinipili. Ce n'est rien. Donc, c'est pas question de dire. C'est question de réalisme. Il ne peut pas, il se déplace difficilement, on le voit. Donc, il ne peut pas se déplacer comme cela et être partout, être aussi efficace, être dynamique. Il dit qu'il se porte bien, mais il se déplace très, très difficilement. Et déjà partir, ne fût-ce que dans une salle, aller d'un point à un autre, c'est tellement compliqué. Mais maintenant, de parcourir tout le pays, même s'il a des moyens, même s'il peut parcourir par avion, il faudra quand même qu'il puisse se déplacer quelque part. Donc, ça va être quand même compliqué pour lui. Par rapport, justement, à cette opposition-là, qui s'est réunie et qui peut maintenant se démultiplier sous la bannière d'une seule personne, sous un seul nom. Vous voyez, donc moi je dis qu'il y a quand même un léger avantage, on peut dire, mais l'avantage, disons, la clé de l'élection, ça sera les voix, donc le comptage des voix qui vont être de vote. Donc c'est la commission électorale. Donc si la commission électorale, ça avait une commission électorale vraiment objective, à ce moment-là, oui, il pourrait avoir basculement. Mais si la commission est une commission qui est totalement corrompue, qui va mettre dans ce cas-là peut-être oui bon mais je dis que même si Bongo sort gagne l'élection dans ces conditions-là, il ne restera pas longtemps, et croyez-moi. Dernière ligne droite donc de cette émission, encore 2 minutes, mais 2 petites questions. Alors on parlait donc de bulletins.
encore un souci de ta voix là. Oh, sorry. Je parlais donc D'accord, du ça va. bulletin unique. Et, les électeurs donc voteront une seule fois pour les deux scrutins obligatoirement en faveur d'un candidat à l'élection présidentielle et d'un candidat à l'élection législative issu du même parti. Et communal, il y en a Réaction? trois. C'est trois votes Oh, ouais, vos présidentiels et réactions donc législatifs. pour terminer donc cette seconde partie, Monsieur Philippe Kokwa Medoji. Bon, moi, je maintiens en tout cas ma position et en disant que les conditions d'organisation de ces élections, donc comme le procès le disait, présidentielles, législatives et municipales, sont tellement biaisées. Déjà, et, et l'organisme qui pilote le processus manque de sincérité ou de comment euh, est biaisé parce que le régime parle de parité, mais il n'y a pas de parité. Il n'y a pas de parité. Donc, ça veut dire que le contrôle, le jour de l'élection, le jour du vote, pour garantir que la vérité des urnes sera dite, ce contrôle ne pourra pas exister parce que le régime va acheter, déjà va corrompre, va faire en sorte que les représentants dans les bureaux de vote biaisent les résultats. Deuxième chose, et c'est très important, on l'a dit tout à l'heure, c'est aussi une des nouveautés. Vous savez, pendant les élections antérieures, il y avait, et les candidats, ils avaient des bulletins multiples, mais les électeurs, après avoir fait leur devoir, c'est-à-dire voter, avaient l'obligation de remettre dans une enveloppe les autres bulletins et de les laisser dans le bureau de vote. Cette fois-ci, il n'y a plus cette obligation. C'est-à-dire, que va-t-il se passer? Des gens qui aimeraient monnayer, donc c'est ça, c'est l'achat des consciences. Les gens qui voudraient aller prouver au parti d'Ali Bongo contre rémunération en monnaie sonnante et trébuchante qu'ils ont voté pour Ali Bongo vont rentrer à la maison avec les bulletins qu'ils n'ont pas mis dans les urnes. Donc, c'est encore une démarche savamment réfléchie qui encourage la fraude parce que, rappelez-nous, je le rappelle en passant, les populations du Gabon, ils sont beaucoup sont affectés par une misère abyssale, qui sont prêts, ne serait-ce que pour manger la semaine, à convertir, donc à faire ces genres, à céder à ces genres de manipulation. Donc, je révèle ici quelques inquiétudes, ou en tout cas grandes inquiétudes, de la part des observateurs au Gabon, que ce soit des citoyens gabonais ou bien de la diaspora africaine qui y vit, et ce qui fait dire à beaucoup qu'on ne risque pas d'attendre beaucoup, en tout cas de l'issue de ce processus. Par contre, comme l'a dit, et en faisant le lien avec le sujet, notre premier sujet de discussion, même si Omar Bongo passait par la fraude, par la porte de la fraude électorale, il reste menacé par une insurrection populaire parce que du jour, les Gabonais également ont envie, aspirent également à ce vent de liberté, à ce vent de souveraineté qui souffle dans plusieurs pays d'Afrique occidentale. Ce vent finira certainement par arriver en Afrique centrale et Ali Bongo pourrait être l'un ou l'une des premières victimes de ce vent de liberté et de souveraineté des peuples africains. Merci. Ce sera votre conclusion, Monsieur Kokwa Medoji, pour cette seconde partie. Professeur Pinipini, que pouvons-nous retenir de toutes vos analyses faites au cours donc, de cette seconde partie de notre émission concernant les élections présidentielles au Gabon? Bon, c'est vrai que l'enjeu là-bas, effectivement, comme dit Philippe, c'est la fraude contre la vérité des urnes, la fraude organisée, malheureusement, contre la vérité des urnes. Mais je dis quand même que le peuple en a vraiment marre. Il a demandé
à l'opposition, malgré tous les défauts qu'on peut lui reconnaître, quand même, de se mettre ensemble, de présenter un candidat unique et qu'ils vont porter celui-là aux élections ou à l'élection pour que les pays puissent prendre un autre tour, un autre virage, même si, bon, tel que je l'ai suivi, lui, je trouve qu'il est plutôt, il est pro-occidental, pro-français, il n'est pas tellement dans la dynamique qui se passe en Afrique de l'Ouest, notamment dans le Sahel, mais on ne sait jamais. Les hommes peuvent toujours changer. S'il est porté par le peuple, je suis sûr qu'il devra faire la volonté du peuple, qu'il devra changer. Il ne va pas faire comme Macky Sall, mais bon, parce que quand même des choses sont en train de changer un peu partout en Afrique. Mais pour cette élection ici, attendons de voir, je ne dis pas effectivement que ça va se passer ainsi nécessairement, mais je dis qu'il y a quand même des éléments nouveaux qui sont venus troubler l'appareil savamment imaginé de la fraude massive. Donc cette machine pourra peut-être même s'enrayer, peut-être, enfin c'est notre souhait de toute façon. Restons de voir les réalités sur le terrain. Nous continuerons avec les analystes et nos invités de la diaspora pour analyser en bonne et due forme et suivre de près donc les élections, surtout au soir du 26 août, ce qui se passera désormais donc au Gabon, si c'est l'opposition qui remportera les élections ou si c'est Ali Bongo, le président actuel, qui aura encore la chance donc de remporter les élections. Merci à tous, on revient juste derrière ceci.